Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y en a qui sont fans des masterclass. Je reconnais des visages. Ça fait plaisir. C'est la dernière masterclass de jour E. Je m'appelle Amy, je travaille à la direction du climat chez BPI France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie et Hugo, qui sont cofondateurs de Green Lobby. Aujourd'hui, ils vont vous donner des outils sur comment faire de la transition écologique et énergétique au sein de vos entreprises une opportunité, tant sur la marque employeur que d'un point de vue business. Ils vont également vous donner des tips pour vous rapprocher éventuellement de vos politiques régionaux, nationaux, et donc comment faire du lobbying positif. C'est ce dont ils vont nous parler cet après-midi. On aura 1 heure ensemble avec un temps de questions-réponses évidemment. Merci à vous deux d'être là, un grand merci et bonne masterclass. Bonjour à tous, effectivement on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci à BPI, à Amy qui nous a proposé d'animer cette masterclass. L'idée c'est de vous donner nos meilleurs conseils pour faire de votre transition écologique un atout, pour rentrer dans le débat public, pour anticiper et faire la loi. Vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. On va proposer une méthode avec des exemples en 10 points, une dizaine de points. Qui sommes-nous? Moi, je suis Valérie Gramont, cofondatrice de Green Lobby. J'ai dédié ma carrière à la transition écologique et sociale. Je suis au départ économiste de l'environnement. Et puis, j'ai repris des études de droit de l'environnement. J'ai travaillé des années au Parlement, d'abord français, pour écrire les lois de la transition dans différentes configurations d'opposition ou de majorité. Puis, au cabinet de 2 ministres de l'Environnement. Quand on travaille des années au Parlement, on râle beaucoup et on se dit que c'est le gouvernement qui décide. Donc c'était une expérience pour voir aussi du côté de l'exécutif comment ça se passe. Une fois cette séquence terminée, eh bien, le niveau européen est très tentant puisque la plupart du droit français est issu du droit communautaire. Donc, j'ai passé 4 ans à la DG Environnement, unité juridique. Après quoi, j'ai dirigé le service de l'écologie urbaine à la ville de Paris et la direction des programmes au WWF. J'ai aussi passé 6 ans au sein d'une multinationale à développer les marchés des innovations environnementales à base de lobby positif. Ça changeait. C'est-à-dire augmenter les critères pour mettre fin à la primo-vis et pouvoir ouvrir ou développer les marchés des isolants thermiques et des emballages compostables, avec tout un tas d'enseignements, notamment sur le fonctionnement des cabinets de lobbying un peu à l'ancienne, qu'on essaie de déconstruire et de dépoussiérer aujourd'hui, qui sont majoritairement dédiés aux multinationales pour un lobbying très mainstream, un peu caché, parfois même très très caché et très très opaque. Aujourd'hui, notre atout, c'est d'avoir exclusivement comme clients les acteurs de l'impact, les acteurs de la justice climatique, et de pouvoir avec eux développer des méthodes dédiées pour pouvoir à chaque étape et quel que soit votre niveau de développement, pouvoir accéder à ce super pouvoir qui vous permet de développer vos activités, d'être bien en phase et de performer. Et moi, donc, c'est Hugo. J'ai cofondé avec Valérie Green Lobby il y a bientôt 6 ans. J'ai fait du droit et de la science politique. Et puis, je suis passé au WWF où j'ai rencontré Valérie. Moi, j'étais sur les négociations biodiversité. L'idée, c'était de répliquer ce qu'on avait réussi à faire à la COP 21 et de faire la même chose à la COP 16 sur la biodiversité. D'avoir un cadre ambitieux de protection et d'engagement sur les enjeux de la biodiversité. Donc, comme l'a expliqué Valérie, on est le premier cabinet qui est dédié de conseil et d'affaires publiques, qui est dédié uniquement aux acteurs de la transition écologique et sociale. On travaille à la fois avec des entreprises, des collectifs, des associations, des syndicats. Il n'y a pas de statut juridique. Nous, notre critère de sélection, parce qu'on sélectionne les gens avec qui on travaille, notre seul critère de sélection, c'est l'engagement réel pour porter des solutions pour la vision de la société que nous avons, qui est plus inclusive, plus juste et écologique. On a 4 grands secteurs d'activité: l'énergie, climat, les mobilités, l'agriculture, l'alimentation, l'économie circulaire et la santé et la solidarité.
Bon, voilà, depuis qu'on s'est lancé, on a accompagné plus d'une centaine de structures différentes. On est 12 aujourd'hui chez Green Lobby. On a ouvert, on aime bien le dire parce que c'est important, on a toujours ce prisme économique. C'est grâce à notre travail, on a ouvert des marchés de plus de 30 milliards d'euros en changeant des lois. Alors le lobby, c'est un peu un gros mot au départ. On imagine voilà, plutôt des quinquas avec des gros cigares dans des salons feutrés qui copinent avec les décideurs politiques. En réalité, ça repose sur quelque chose qui est essentiel, la loi. Là aussi, ça peut faire peur. On se dit, bah, c'est pas pour nous, la loi, il y a des députés qui s'en occupent. En fait, la loi, c'est le cadre de ce qui est possible et pas possible. Et ça nous concerne tous, et on peut tous s'en mêler, et même on doit tous s'en mêler si on veut une démocratie vivante, et surtout un entrepreneuriat qui soit un peu créatif, qui revienne à son essence d'entrepreneuriat, c'est-à-dire agile, qui anticipe le besoin de ses parties prenantes, de ses consommateurs, de ses fournisseurs, avec comme enjeu de répondre aux grands défis qui nous attendent. Donc la loi, ça nous concerne, et une loi, c'est des milliers d'acteurs économiques impactés. Et tant qu'on n'a pas modifié ce champ des possibles, ben, l'imagination entrepreneuriale, elle est très limitée. On fait comme avant et on n'essaie pas parce que c'est la prime au vice. Aujourd'hui, majoritairement, nous, entrepreneurs qui essayons de penser autrement, de modifier, de construire de nouveaux business models, on a des lois qui sont hostiles. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Les financements vont majoritairement vers le mainstream, ce qui est connu, et par contre, ce qui est innovant, voilà, on demande la même rentabilité, on demande du court terme, on financiarise tout ça, voilà. Et donc, ça limite le champ du possible énormément. La loi, elle peut être un risque pour nos activités si on ne l'a pas anticipé. C'est redressement judiciaire, c'est tout d'un coup quelque chose qu'on découvre, c'est une hostilité des politiques, on n'arrive pas à convaincre, on ne sait pas qui appeler. C'est un décret qui ne sort pas, c'est voilà, plein de choses qui peuvent être absolument tout à fait risquées. Si c'est un risque, c'est aussi une opportunité si on maîtrise les codes et qu'on a bien anticipé et qu'on a même créé en amont avec intelligence l'activité qui va bien avec potentiellement une modification législative au bon moment qui fait qu'on se différencie et qu'on a une exclusivité. Vous allez voir que c'est l'idée, mais avant ça, il y a plein d'étapes. Voilà, plein d'étapes, et surtout, la loi, on peut avoir donc à la fois étant réactif, et donc je vais vous prendre un exemple que vous connaissez sûrement qui s'appelle l'Insect, qui s'est lancé en 2011 et qui avait parti du constat et du problème de société qu'on nourrissait des poissons d'élevage à base de chair de poisson. Donc c'est quand même une grosse aberration écologique, et ils se sont dit on va aller chercher des financements et on va le faire à base d'insectes. Ils ont levé beaucoup de millions, ils ont structuré leur filière, sauf que, je ne sais pas pourquoi, personne ne leur avait dit et n'avait regardé qu'au niveau européen, ce qu'ils voulaient faire était tout bonnement interdit. C'était impossible de donner des insectes à la nourriture pour faire de l'alimentation. Donc là, gros danger, eux, c'est un peu une success story, c'est qu'ils ont réussi, mais de manière réactive et un peu trop tardivement, à s'intéresser au lobbying, à faire du lobbying intense, qui a abouti à la modification et au fait que l'Union européenne a permis d'autoriser. Ce qui fait que c'est une très belle success story. Ils ont réussi en très peu de temps, là, on le voyait en 2021, ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 4, ils ont réussi à lever près de 400 millions d'euros. La petite différence, je ne sais pas si vous connaissez, c'est qu'actuellement, ils sont allés un chouï trop vite et ils n'ont pas réussi à emmener assez toute leur filière. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'investissements et pas assez de marché, qui est un autre sujet parfois quand on croit beaucoup au projet. On peut penser à l'hydrogène, par exemple, sur certains aspects. Ils sont en liquidation judiciaire aujourd'hui, ils sont en redressement. Donc c'est comment on arrive à trouver le bon rythme quand même de croissance et créer la loi au bon moment, au bon rythme. Alors, autre exemple, la loi Garot, qui date déjà un petit peu, mais qui va certainement vous parler. Ce sont des entreprises comme Too Good To Go, Anti-Gaspi, Phoenix, qui ont pu créer 20 millions de CA, un impact environnemental de 100 000 repas sauvés chaque jour. Ça, en se positionnant juste avant, juste après, en réalité, ils sont quand même allés voir les décideurs politiques. Guillaume Garot, qui était un député, qui qui a fait des rapports parlementaires et puis qui est devenu ministre, et qui avait un projet, qui a porté au sein de son gouvernement un projet législatif nourri par ce potentiel
entrepreneurial. Ils se sont tous auto-alimentés. Ce n'était pas forcément ultra structuré. Nous, aujourd'hui, on recommande d'arriver en alliance voilà, encore plus soudée et encore plus impactant. C'est un des exemples les plus marquants d'ouverture de marché à un moment où la loi se modifie et une structuration d'entreprise grâce à un cadre législatif qui évolue et encore une fois qu'on peut anticiper et piloter. Donc, la loi, c'est la traduction de l'évolution de la société. Il faut démystifier complètement la chose. On peut être acteur, on n'est pas obligé de la subir. Et puis, c'est une matière vivante, faite d'influence, d'émotions de décideurs politiques qui, à un moment, se basent sur une campagne grand public, faite de name and shame, qui peut venir d'associations ou de consommateurs ou d'ONG. Voilà, tout ça peut à la fois s'orchestrer et à la fois les entrepreneurs ont un rôle majeur pour être prescripteurs des politiques publiques. La loi, elle impacte tous les secteurs. Il y a des activités qui vont disparaître. C'est un jeu voilà, où il y a des perdants et des gagnants. Donc l'idée, c'est de ne pas être dans les perdants. Ça aide à conquérir de nouveaux marchés, on l'a dit, et on espère vous en convaincre à la fin de cette masterclass, un vrai atout business. Et donc oui, façonner la loi, nous on l'explique et vraiment de manière globale en tant que citoyen, en tant qu'association, en tant que start-up, en tant que grand groupe ou PME, ETI, tout le monde a sa place dans la discussion politique. À partir du moment où on est constructif et on vient apporter des solutions, proposer des choses. Et donc, d'une manière générale, le lobbying, ou qu'importe, vous avez peut-être entendu parler d'affaires publiques, d'influence, de plaidoyer, tout ça, c'est des termes un peu similaires. Ça a une vocation, c'est de rassembler autour d'un récit, d'un objectif commun et proposer des modifications réglementaires et législatives pour mettre en œuvre cette vision de société. Ça sert à plein d'aspects, au tout niveau de développement. La première étape, ça permet de prendre des informations et du conseil auprès de vos parties prenantes, vos élus, pousser la porte des permanences. Ils sont là pour vous aiguiller, vous mettre en contact avec des gens qui pourront vous aider dans votre projet. La deuxième chose, ça permet de donc trouver des partenaires et des investisseurs. Une fois qu'on a fait la preuve de concept, comment on passe à l'échelle. Et donc, on va chercher des nouveaux partenaires et des investisseurs. Ensuite, ça permet aussi de s'assurer le soutien des institutions sur le temps long, parce qu'il faut les tenir au courant pour qu'ils voient le cheminement de pensée que vous avez eu, quel impact vous avez réel sur le terrain pour qu'ils puissent derrière vous généraliser. Et la dernière étape, évidemment, ouvrir les marchés de vos innovations environnementales et sociales. Et on pourra en discuter par la suite si vous voulez, mais il y a un organisme public qui s'appelle France Expérimentation qui peut vraiment vous aider à ça pour tester sur le terrain en dérogeant un peu à la règle du droit commun. Alors, on passe à l'aspect vraiment pratique. On va vous dérouler des exemples d'étapes et de nos meilleurs conseils pour faire du lobbying adapté. On commence par la première catégorie, qui est de pouvoir se structurer en interne. Voilà, on commence par des choses très concrètes et on voit tout de suite ce que ça peut apporter. Et la chose qu'on préconise, c'est d'abord d'identifier les risques et les opportunités. Donc là, je vais prendre l'exemple d'une boîte qui n'est pas du tout dans l'impact au départ. C'est une filiale de BTP, dont le métier, c'est de couler du béton sur des trottoirs ou de refaire des canalisations dans des communes. Voilà, ils voyaient vraiment les aspects transition écologique comme une vraie contrainte. Oui, c'est plus possible, on ne peut plus refaire les trottoirs sans être accusé de couper les arbres, les appels d'offres, c'est de plus en plus compliqué, etc. Et en fait, en quelques ateliers, ces chefs de chantier, majoritairement des hommes, encore une fois, pas du tout sensibles, avec une vision extrêmement stéréotypée de l'écologie, ils pensaient que voilà, il fallait qu'ils changent de voiture, qu'ils réduisent un peu l'aspect impact, RSE. Est sorti de leur audition et de leur discussion entre eux le fait que dans les communes, on demandait de plus en plus de cours d'école qu'on appelle les cours oasis. Il n'y a pas de clim dans les écoles et c'est un vrai problème maintenant pour les enfants. Donc hyper végétalisés, qu'on demandait pour lutter contre les inondations, ça devient dramatique pour énormément de communes en France. Maintenant, des revêtements, de nouvelles technologies qui permettent
d'absorber et de ne pas lessiver, qu'on demandait effectivement beaucoup plus pour rafraîchir des trottoirs végétalisés, des espaces où les gens peuvent planter, etc. Des doubles canalisations d'eau potable, eau potable, de la récupération de pluie. Bref, leur métier était en train de se transformer. Donc, ils en ont pris conscience en discutant, enfin guidés voilà, par des ateliers. Ils en ont fait une vraie marque de fabrique de différenciation. Et ils se sont appropriés le changement au niveau stratégique et pas seulement contrainte, baisse de leur impact. Vous voyez. Premier exemple. Le deuxième, c'est une fois qu'on a fait ce premier état de l'art, on va valoriser son engagement pour se différencier, se faire connaître. Par exemple, vous connaissez sûrement le secteur des photovoltaïques, qui sont souvent assez critiqués parce qu'ils iraient s'implanter n'importe où, soit en rasant des forêts, soit en prenant des terrains agricoles. Et ça, c'est le vrai problème. On a, nous, accompagné un acteur qui propose de faire, et justement qui est fournisseur-producteur d'énergie renouvelable par le photovoltaïque, de dire il faut que j'en fasse une différenciation. Et donc, le problème, il est clair. Donc, je vais apporter une solution qui est claire, qui est de dire moi, je vais m'engager à faire que des programmes où je vais aller sur des terrains et des sols qui sont actuellement artificialisés, tels que les friches, ou de mauvaise qualité, et donc qui ne produisent pas bien du rendement agricole. Et 15 ans plus tard, quand j'aurai fait tourner ma centrale, je vais la démanteler et je laisserai, en ayant régénéré les sols, un terrain qui est prêt à être renaturalisé ou alors à devenir de l'agriculture biologique. Donc ça, c'est un exemple. Et c'est des acteurs qui en ont fait vraiment leur outil de différenciation qui va permettre de répondre aussi aux freins et aux inquiétudes des citoyens sur place et des pouvoirs publics sur comment on fait pour développer les énergies renouvelables sur le territoire. Donc là, ça commence à se dessiner un petit peu la stratégie. L'idée, c'est réellement de se demander en quoi là, il y a un problème de société qui est pas, voilà, en quoi la filière n'est pas alignée, en quoi, sans jugement, hein, mais de manière très pragmatique, et en quoi, en faisant le tour un peu du donut, on peut répondre, se différencier et emmener pas à pas la filière ou son activité. Donc, autre exemple vraiment très concret qui marche super bien, c'est lancer des expérimentations locales. Là encore, je vais prendre l'exemple d'une boîte qui n'est pas du tout dans l'impact au départ, puisqu'elle est distributeur de plastique à usage unique pour les fast-foods. Donc, vous savez, c'est tous ces récipients qu'on utilise entre 1 et 5 minutes avant de les jeter, avec des plastiques plutôt épais. Donc, vrai problème de cette activité. L'EDG avait envie, une activité très lucrative au demeurant, et le DG avait envie de réfléchir voilà, à une bifurcation assez radicale pour le coup, puisqu'il s'est dit, moi je voudrais faire du réemploi. Du vrai réemploi avec des bocaux de verre ou des blocaux complètement, des récipients complètement recyclables, des circuits courts de lavage qui créent des emplois non délocalisables, etc. Bon, comment on fait ça ? Ben d'abord, on fait des expérimentations. Donc, il a contacté un festival, il a contacté un hôpital, il a contacté un certain nombre de fournisseurs de la restauration collective. Et là, il a engagé des enseignements, du test and learn, hein, avec une vraie notoriété au bout de 3 expérimentations, avec un vrai savoir-faire auprès des collectivités locales qui cherchent un peu à planifier tous ces circuits courts de lavage, etc. Donc, il a aussi développé une activité de conseil pour faire transiter sa structure. Voilà, c'est des exemples concrets d'expérimentation qu'à peu près chaque boîte, même encore celles qui sont les moins alignées avec les objectifs de transition, peuvent mettre en place. C'est prendre du progressif et attaquer petit à petit pour montrer qu'on peut faire aussi différemment. Donc la deuxième, une fois qu'on a fait tout ce travail un petit peu plus interne, on rentre dans une étape qui est de structuration et emmener sa filière et son secteur d'activité derrière lui pour changer d'échelle. La première raison pour laquelle c'est important de faire ça, c'est que ça va vous permettre d'obtenir des financements. C'est-à-dire que votre premier projet pilote, en général, les acteurs le font en propre, avec leurs propres fonds, ils investissent, ils disent c'est un market de développement, je fais des premiers tests. Maintenant, là, il s'agit de passer à l'échelle, donc les besoins financiers sont plus importants. Et donc, c'est vraiment ça l'idée de pouvoir emmener tout le monde.
Je reprends un exemple autre, mais sur les photovoltaïques. Aujourd'hui, vous savez qu'on a un gros problème de souveraineté industrielle pour la production de panneaux photovoltaïques qui viennent tous globalement de Chine, faits dans des conditions humaines et environnementales souvent assez déplorables. Et donc, il y a eu un gros enjeu, notamment avec les enjeux de la loi Industrie verte et accélération des énergies renouvelables en 2021. Il y a eu des discussions sur comment on fait pour se réapproprier cette souveraineté industrielle et qu'on réindustrialise la France par les énergies renouvelables. Et donc, ils ont réussi à s'incruster dans ce débat public et pour proposer de montrer que c'était possible de faire des usines de production et de réemploi de panneaux photovoltaïques made in France. Ça leur a permis derrière d'obtenir des soutiens à la fois financiers de toutes leurs privés, par toutes leurs filières, et à la fois des soutiens publics, que ce soit de la région, de l'État, à hauteur de plus de 4 millions d'euros pour lancer cette première usine. Alors, on avance dans la progressivité des actions et des exemples. Une fois qu'on a obtenu des fonds, une fois qu'on a lancé nos premiers projets, eh bien, on peut les dispatcher, les essaimer sur tout le territoire. Et on va prendre l'exemple d'une association qui est spécialisée dans la labellisation de l'ambition sociale et environnementale des crèches. Voilà, c'est un beau projet. On a tous envie que nos enfants grandissent dans des conditions environnementalement, avec de la bonne nourriture, avec des produits d'entretien, et puis aussi dans de bonnes conditions sociales, avec le nombre suffisant d'assistantes maternelles qui prennent soin d'eux. C'est un sujet brûlant parce qu'il y a eu des rapports parlementaires qui même dénonçaient de la maltraitance à force de privatiser et de pouvoir baisser les critères. Donc, c'est une association qui a très bien démarré et qui allait faire du porte-à-porte auprès des directrices, c'est beaucoup des femmes, des crèches. Voilà, c'était très chronophage et il y a eu un moment où l'asso s'est vraiment essoufflé. Et en fait, on a fait tout un diagnostic avec eux. Ce que c'était la bonne technique, le bon tunnel d'engagement, le bon tunnel commercial, pour faire court. En fait, il s'est avéré que la directrice petite enfance des communes ou des collectivités était la meilleure personne à convaincre et pouvait en cascade, après, aller voir une trentaine ou une quarantaine de crèches. Donc ça, c'est le genre de choses, si on y réfléchit en amont, si on fait un diagnostic, si on a du mur rebond, qu'on peut obtenir et qui fait performer le tunnel commercial. Et pour ça, il faut se servir de toutes les compétences et du bon sens des institutionnels et des politiques et faire sa petite cartographie. Voilà, ils ont quand même eu un doublement des contrats signés grâce à cette approche où ils ont dézoomé et après performé. La dernière étape de se mettre en coopération, c'est vraiment de créer en tant que coopétiteur une coalition, que ce soit sous forme d'association, sous forme de syndicat pour les plus poussés, ou tout simplement même d'une coalition et d'un mouvement d'intérêt commun. Pour ça, vraiment, ça répond au besoin qu'il faut inverser le rapport de force. On est aujourd'hui dans un système où on va proposer des innovations, on a montré qu'elles avaient un impact, mais pour qu'elles deviennent la norme, il faut qu'on pèse assez fort dans les débats publics et qu'on montre qu'on n'est pas tout seul à le faire, qu'il y a une filière qui existe, qui est prête à absorber le choc si on généralise dans la loi. Donc ça, c'est un exemple type que je voulais vous prendre, c'est un acteur qui voulait faire remplacer toutes les voitures de fonction par des vélos de fonction, en disant aujourd'hui, en France, en moyenne, les ménages ont 3 voitures. On peut au moins en retirer une, voire 2. On en gardera toujours une, mais déjà, si on enlève 2 tiers, ça sera déjà super. Et pour ça, quel rôle l'entreprise peut jouer en soutenant par le biais d'avoir des vélos de fonction ? On a travaillé avec eux et on a identifié un levier qui était de dire qu'il faudrait une réduction d'impôts pour les entreprises qui mettent en place des flottes de vélos de fonction. Très bien, on a commencé à rédiger cet amendement pour en parler après sur comment on le fait. On a commencé à avoir des premiers échanges, sauf que ça prenait pas très bien, parce qu'il était tout seul. Donc on lui a dit maintenant, tu as 10 compétiteurs, mais il faut que tu les rassembles dans un mouvement, que vous structuriez, et là on va pouvoir porter le message en tant que la filière du leasing social de vélo, on le porte et on y va. Et là, ça a été du simple fois 150 à peu près. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas de retour. On a commencé à travailler comme ça. Tous les groupes politiques nous ont reçus. Tous les groupes politiques ont déposé l'amendement, à tel point que donc, au projet de loi de finances que vous devez suivre, qui sont des périodes mouvementées, malgré les 49.3, vous savez, quand le gouvernement fait un peu son pick and choose des amendements qu'il veut garder ou pas au final, et bien en fait, comme tous les groupes politiques l'avaient porté et défendu, le gouvernement l'a maintenu.
Donc voilà, c'est un exemple à ces types de structures qui savent se coordonner et qui savent mettre de côté le fait qu'ils sont en compétition, certes, mais pour ouvrir le gâteau, en se disant l'important c'est que le gâteau et le marché s'ouvrent et après que le meilleur gagne. Mais on aura toujours une plus grosse part que si le gâteau reste tout petit. En fait, culturellement et historiquement, les grandes entreprises, elles sont habituées à se structurer comme ça. Donc il y a tout un historique où elles avancent, il y a des syndicats derrière, portés par le MEDEF. Voilà. Nous, monde de l'impact, on n'est pas très habitués. C'est très diffus. Voilà. Donc il y a toute cette culture à mettre en place et ces habitudes où on fait grossir pas seulement la part du gâteau, mais surtout la taille du gâteau. Et si on la fait exploser, cette taille du gâteau, bon, bah, voilà, il sera toujours temps après de montrer sa différence et de se différencier de ses compétiteurs. Mais c'est beaucoup plus fort, évidemment, et surtout quand on défend l'intérêt général, de dire, c'est pas seulement pour moi, en fait on est 10 à le dire. Donc vous voyez, là on est vraiment dans le bien commun, dans l'intérêt général, et les consommateurs le veulent, et toute la filière aussi, et on l'a déjà essayé, et on l'a déjà essaimé. Voilà. Donc, décrocher des rendez-vous. Il y a eu un petit changement entre les deux, c'est pas grave, en effet. Donc la troisième étape maintenant, c'est de modifier la loi, une fois qu'on a fait cet essaimage, qu'on s'est structuré en filière, etc., pour aller ouvrir de nouveaux marchés. Donc un des sujets, c'est de passer par les rendez-vous politiques. Les rendez-vous politiques, c'est se faire connaître, aller à l'échange avec eux, aller au contact, leur proposer des solutions qui sont complètes, construites, etc. L'idée, là, encore un exemple, vous voyez que je suis très énergie renouvelable, mais pas en temps pas tant que ça, je fais un peu de tout. Donc un producteur d'énergie renouvelable, je ne sais pas si vous connaissez l'autoconsommation collective. C'est le principe de rassembler autour d'un territoire, donc un peu en circuit court, des administrations, des entreprises et des foyers qui ont envie de se doter ensemble de moyens de production et de consommation d'énergie renouvelable. Donc c'est un peu une lutte constante contre notre grand jacobinisme et centralisme français. Il y a eu donc beaucoup de combats avec les politiques et il y a eu cette structuration où on a accompagné une entreprise qui est notamment soutenue par la BPI pour développer un outil digital qui permet de simplifier le rapprochement des acteurs et de mieux les aider à gérer leur consommation respective et comment faire ce travail collaboratif. Et donc, on les a aidés, on a montré qu'il y avait une solution technique qui répondait à la difficulté de mise en œuvre de ces projets d'autoconsommation collective, ce qui a permis d'emmener derrière eux, évidemment, un collectif d'acteurs qui a porté un ensemble de sujets ou qui ont obtenu des visites de députés sur le terrain pour voir comment c'était possible et dans des zones d'autoconsommation, des rencontres avec les cabinets ministériels, ce qui fait qu'on a abouti, in fine, dans les projets de loi climat et résilience, à l'adoption d'un certain nombre d'articles qui viennent faciliter la mise en place d'autoconsommation collective, en supprimant le principe des régies, en permettant aux administrations d'avoir des contrats pluriannuels par la finance publique et la commande publique. Voilà. Donc c'est un certain nombre de sujets. Mais donc ils se sont vraiment montré que c'était possible en passant à l'échelle et en parlant en politique. Alors très souvent, on a l'impression que les affaires publiques, c'est uniquement ça, là, les rendez-vous. Ah bah, il suffit de voir le ministre, le député, puis on convainc. En général, quand on les voit, ils hochent la tête, puis ils disent oui, c'est très bien. Sauf que si on n'a pas construit le rapport de force derrière, il ne se passe rien après. Voilà, le rapport de force politique, c'est le reflet du rapport de force économique derrière. Et ça s'organise en fait. Et certes, c'est un jeu d'argent, donc celui qui a le plus de moyens, il a le dernier mot, mais on peut jouer aussi avec l'atout de la justice climatique qui est l'opinion publique. Et donc si un sujet est suffisamment porté dans le débat public au bon moment, et là aussi ça s'orchestre, et parfois avec peu de moyens, ça peut être un clip de Greenpeace, mais ça peut être aussi quelques entrepreneurs qui se structurent et qui disent « maintenant ça suffit, la Primovis, nous, on veut produire des photovoltaïques en France, on veut le leasing vélo et donc on veut le même avantage fiscal, ou même un peu plus parce qu'on veut du transformationnel, etc. » Voilà. Alors, un des outils hyper efficaces, c'est d'organiser des événements. Donc là, aujourd'hui, on est dans un événement de la BPI. On peut aussi organiser des événements beaucoup plus petits, mais au cœur du pouvoir, à l'Assemblée nationale. Il suffit d'avoir un peu un cocktail gagnant d'entreprises, de journalistes, de politiques. Voilà. Et on met tout ça ensemble, on secoue un petit peu.
Et en général, ça donne des choses assez intéressantes. Je vais vous prendre l'exemple d'une association qui regroupe des industriels engagés dans la transparence alimentaire. Qu'est-ce que c'est ? C'est des gens qui font du bio, du local, des produits bruts, pas transformés, bref, qui essaient de nous fournir une nourriture de qualité, plutôt française ou locale, associée à nos savoir-faire, aux régions. Voilà, ils ont une concurrence assez rude. Et pour ça, ils prônent la transparence alimentaire. C'est quoi concrètement ? C'est un étiquetage sur leurs produits qui ne soit pas du greenwashing, qui ne soit pas juste tout est naturel, qui ne soit pas juste des allégations un peu n'importe quoi. Voilà, donc ils ont fait des tests et ils avaient des prototypes, mais ça patinait un petit peu parce qu'il faut bien dire que toute l'industrie de l'ultra-transformation, toute la grande distrib, pas tout à fait favorable. Bon, voilà. Donc il n'y avait pas des signaux tout à fait. Ça tanguait un petit peu, ça patinait. Bon. Et on les a rassemblés. Ils ont produit un petit rapport à l'aide d'un sondage BVA qui disait que les consommateurs étaient tout à fait favorables. En tant que consommateur, on est totalement perdu par rapport à ces multiples allégations. Voilà, il y a un étiquetage clair type Nutri-Score, qui n'est pas la panacée non plus, mais qui quand même fait avancer, était souhaité de ses voeux par la plupart, une grande majorité des consommateurs. On a mis des journalistes, on a invité les députés à s'exprimer, le gouvernement aussi. On a fait un petit rétro-planning de quelques semaines, quelques mois avant pour faire monter et discuter tout ce joli monde. Et bien, ça donne en fait des annonces fortes. Parce que les décideurs politiques, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent aussi quand même à prendre des décisions, à faire des annonces, à exister. Donc quand ils voient qu'il y a un terreau favorable des industriels qui sont clairs dans leurs demandes, sous les projecteurs de journalistes qui cherchent aussi des infos, tout ça, ça fonctionne. Donc voilà, on a obtenu en 2 heures de temps de conférence de presse dans cet événement, au cœur du pouvoir, une ambition qu'on n'avait pas obtenue depuis des années, qui cherchait depuis des années. Et enfin, le troisième cas, qui est peut-être la chose la plus attendue quand on parle d'affaires publiques, c'est des rendez-vous, et puis après, c'est on modifie la loi. Alors, ça vous paraît peut-être inatteignable, il faut une armée mexicaine, on ne peut pas se le payer. En fait, non. Voilà. Vous pouvez vraiment le faire. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait les étapes préalables. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut choisir le bon sujet pour que ce soit attrapé. On appelle ça de momentum politique. C'est le bon timing. C'est le bon timing, le bon moment et de la bonne manière. Donc là, on va vous prendre l'exemple des acteurs du commerce équitable. Donc il n'y a encore pas si longtemps, et peut-être encore maintenant dans la tête de beaucoup de gens, le commerce équitable, c'est des vendeurs de pulls qui grattent qui viennent du Pérou. Donc il y avait un peu une image un peu vieillotte. Peu de gens savent que le commerce équitable, c'est non seulement du cacao, du café, mais c'est aussi maintenant tous les produits locaux français. C'est juste l'idée qu'on rémunère justement le producteur, le paysan. C'est ça le commerce équitable. Et qu'on essaie de limiter le nombre d'intermédiaires pour avoir des prix qui sont juste aussi pour le consommateur et qui collent avec un pouvoir d'achat. Voilà, le commerce équitable, c'est aussi souvent une consommation plus simple, pas de produits transformés ou ultra transformés, qui fait que aussi on dépense moins. Bref, il y avait à les faire connaître et il y avait à identifier une mesure législative qui allait booster leur marché. Et cette mesure, après un audit sur aussi la capacité qu'on pouvait à obtenir les choses, c'est la commande publique. Et c'est concrètement rendre obligatoire l'utilisation des produits du commerce équitable dans les cantines, dans la restauration, dans la cantine du petit, la cantine à l'hôpital, la maison de retraite de mamie, et puis les cantines de toutes les entreprises sur tout le territoire. Une fois qu'on a obtenu ça, je peux vous dire que ça sécurise très largement, ça explose les marchés et ça sécurise et ça tire toute la filière. Donc c'est une chose qu'on a estimé pouvoir obtenir en moins d'1 an,
on l'a obtenu en un peu plus de 6 mois en réalité, par une stratégie très carrée. D'abord, on fait le storytelling, ensuite, on s'appuie sur des consommateurs qui peuvent aussi devenir voilà, les meilleurs ambassadeurs d'eux. On va voir 3 ministères, bien sûr le ministère de l'Agriculture, puisqu'il s'agit du monde agricole, qui les trouvait un peu trop écolo, mais quand même sur la juste rémunération des prix, c'était quand même raccord avec les objectifs du ministre. Ensuite, le ministère de la Transition écologique, ça peut vous étonner, mais en fait, il les connaissait très peu. Et puis le ministre de l'économie, parce qu'on ne fait rien sur le ministre de l'économie. Et qu'en l'occurrence, ça crée des emplois non délocalisables, ça résout beaucoup de problèmes, à la fois du côté du consommateur, des GCCRF, et à la fois du côté des agriculteurs. Donc en interministériel, ça fait quand même toujours très bien. Et parallèlement, on a travaillé tous les bancs de l'hémicycle. En commençant par des députés et des sénateurs qui étaient dans des circonscriptions rurales ou dans des circonscriptions où il y avait voilà, beaucoup de filiales de Biocoop, Max Havelaar, puisque c'est en partie les enseignes les plus connues du commerce équitable. Et donc, on a obtenu, ce qui est assez rare, mais sans trop de difficultés parce que le terrain était bien préparé, le soutien des 3 ministres, avis favorable donc, du gouvernement, et de 6 groupes politiques sur 8. Voilà. Donc c'est à la portée, la bonne mesure, de la bonne manière. Voilà. Tous les sujets ne peuvent pas être traités comme ça, mais bien sûr, on trouve le bon angle, eh bien, c'est possible. Voilà, donc merci à tous. Là, on va rentrer dans un temps d'échange. Je vous ai brossé à grands traits tout ce qui était possible de faire. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse répondre plutôt même un maximum à toutes vos questions. Et on restera aussi jusqu'à 17h, donc on peut parler encore longuement. Merci beaucoup pour cette présentation. Pour être un peu plus simple, avant de changer la loi, vous avez parlé de marque employeur. Comment est-ce qu'on peut attirer des nouveaux candidats, des bonnes pépites grâce à ça? En fait, quand on est sincère dans ses intentions, même si on n'est pas à la base complètement aligné dans son activité d'origine, on attire mathématiquement des bons profils. Pour reprendre l'exemple de la boîte qui est distributeur de plastique à usage unique, dès que le DG a eu cette idée-là, il a attiré un profil d'une jeune femme brillante qui est venue dans l'entreprise exactement pour ça, qui est montée au COMEX, qui a embauché d'autres personnes, qui a convaincu, avec l'aide du DG, énormément de personnes. Donc un projet comme ça, c'est extrêmement un simple projet au départ d'intention, puis des expérimentations, puis une alliance, puis voilà, on franchit des étapes. C'est extrêmement mobilisateur. Moi, je peux vous parler aussi de mon expérience au sein de cette multinationale, où ils m'avaient embauché en market développement. Et au départ, ça créait énormément de frictions. J'étais là pour développer le marché des isolants thermiques. En fait, j'étais simple chef de projet, je n'avais absolument pas de management. Et des équipes entières de commerciaux, de marketing, rien qu'à entendre parler du projet, pour essayer de faire du lobbying positif, pour passer des partenariats avec des bailleurs sociaux, ou sur l'autre sujet des emballages compostables. C'était pour eux tout à fait dépaysant et tout à fait alignant. Donc, quel que soit le stade, si réellement on est sincère à savoir pas seulement être dans la logique de comment réduire mon impact, comment faire de la RSE, enfin la RSE un peu ancienne. Je crois qu'aujourd'hui la RSE doit être au cœur de la stratégie, de se poser la question de en quoi mon activité elle est menacée par le monde de demain, enfin de demain, d'aujourd'hui, par à la fois la chute de la biodiversité, par le dérèglement climatique, et en quoi je peux pivoter, bifurquer, qu'est-ce que je peux faire de vraiment utile. Donc, je pense que c'est tout bénef et que ça attire.
Merci pour votre présentation qui était passionnante. Vous avez mentionné, je ne sais plus quels étaient vos termes, que in fine, c'était une histoire d'argent. Est-ce que du coup, vous choisissez vos combats, c'est-à-dire des projets où il n'y a pas de grande force opposée, avec peut-être davantage de capitaux ou de financement que vos clients, et que vous essayez de gagner des petites batailles? Ou si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez des exemples de grands combats que vous avez pu mener? Enfin, les premiers étant des grands aussi, mais vous me comprenez. Merci. C'est une très bonne question et c'est pour ça que nous on fait toujours des audits, c'est-à-dire qu'on prend toujours à la base le projet de société, où est-ce qu'on veut aller, et on les aide à se rendre compte qu'est-ce qui est gagnable à court terme, moyen terme, long terme. Mais au moins c'est aligné, tout le monde l'a en tête, et c'est pas parce qu'on se bat pour un truc qui est gagnable d'abord, parce qu'on sait aussi que c'est en gagnant un combat qu'on va mobiliser, passer à l'étape 2, puis à l'étape 3, puis à l'étape 4. Donc en fait on est rationnel, mais on n'oublie jamais notre ambition. Et on se félicite jamais d'avoir obtenu juste la petite première marche alors qu'on en veut encore 15. Mais par contre, on est dans la construction et on sait d'où on part. Et après, bien structuré, parfois on remet juste du bon sens. Vous n'avez pas conscience à quel point, en fait, juste en face, ils sont tellement partout qu'ils en oublient le bon sens. Les politiques sont étourdis par ce qu'ils leur racontent, ils leur font à l'envers en disant, mais bien sûr, là, l'exemple que j'ai envie de vous prendre, c'est le biométhane. Je ne sais pas si vous connaissez, bref. Il y avait un décret qui devait sortir sur le biométhane non injecté, donc pour développer autre chose. Ça passe, etc. On attend les décrets d'application sous pression des très grands groupes, réseaux parapublics. Ce décret d'application qui sort, ça s'appelle le non injecté, mais il y a écrit partout priorité à l'injecté. Donc on est quand même sur un niveau d'arriver à tout transformer juste parce qu'ils étaient présents et que les autres n'étaient pas là. On a accompagné une petite start-up qui avait encore rien développé, mais qui voulait créer de non injecté, et on les a aidés et on a gagné le combat au final, face à des GRTF, etc. Donc, alors que c'est une petite start-up qui a 3 employés, face à un mastodonte. Donc, c'est possible, en fait. Il faut vraiment, ça retombe sur qui vous êtes, et si vos intentions sont vraies et pures, ça se sent tout de suite. Et on prend les gens à leur contradiction, et ça marche toujours très bien. Après, il y a toujours des gens qui... Quand même, heureusement, les politiques ne sont plus avec la mallette de billets. Enfin, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité. Donc, on peut arriver... Enfin, voilà, je veux dire, la corruption existe. Elle sera toujours un peu en partie là. Mais il y a quand même des gens qui sont là avec une vision d'intérêt général, et tu leur démontres en quoi tu réponds à l'intérêt général et tu réponds à l'ambition qu'on s'est donnée. Ils vont t'écouter, ils vont te soutenir. Bonjour, merci pour votre intervention. À plusieurs reprises, vous avez parlé de narratif. Et donc là aussi, est-ce que vous avez quelques tips pour la construction du narratif qui invite ou qui pose un nouveau récit et qui invite à changer des représentations qui sont sûrement là, absorbées depuis longtemps? En fait, c'est ce que j'appelle un peu de faire le tour du donut, mais vous prenez toutes les facettes de la transition écologique juste. L'aspect social est vraiment très important, et tous les aspects de l'écologie, c'est-à-dire pas seulement le carbone, mais aussi la biodive, la ressource en eau, etc. Il faut vraiment se poser la question de en quoi je suis un problème et en quoi je peux devenir, transiter vers une solution. Une solution qui n'abîme pas, qui ne pollue pas, qui ne soit pas qu'une activité négative. Et pas seulement en réduction d'impact. Comment je peux contribuer au bien commun. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est peut-être très général, mais en fait, des ateliers de créativité, souvent c'est les salariés qui bien encadrés, peuvent se dire voilà, je passe des plastiques à usage unique à des solutions de bocaux en verre. Il y a des rapports parlementaires, il y a des ONG qu'il faut écouter, il y a des assos de consommateurs, et puis il y a le bon sens parfois de nos enfants ou de notre entourage. Et c'est pas si compliqué. Et un narratif, c'est pas pour faire joli, c'est réellement qu'est-ce qu'on peut faire, en quoi l'entreprise peut devenir utile. Et après, comment je construis le business model qui va avec ça, de manière aussi pragmatique dans le monde dans lequel on est, pas à pas, avec du test and learn. On ne va pas tout rayer du jour au lendemain. Mais voilà, je dirais qu'un narratif, ça se construit. Je ne sais pas si je réponds à la question. Et comment le narratif crée le point de bascule entre effectivement la solution de 1 ou 2 nouveaux acteurs et l'activité installée, historique de plein d'acteurs qui pourraient être mis en danger par rapport à la décision du politique. Je parle du narratif qui touche le politique. C'est-à-dire à quel moment il se fait le point de bascule pour lui? Si je peux compléter, le point de bascule se fait vraiment sur... Il faut reconnaître
les difficultés et dire voilà où je veux aller, assumer une vision et un cap clair pour ma filière en disant ça va peut-être être que dans 20 ans, mais voilà où je veux aller, voilà comment je vais y aller moi en tant qu'entreprise, voilà comment je pense que ma filière peut y aller. Et là, on rassemble. C'est-à-dire qu'on rassemble non plus autour de c'est pas possible ou des mesurettes, on va rassembler autour d'un projet. On reparle d'un projet de société en fait, un projet de filière, un projet de tout ça. Et c'est basé là-dessus qu'on va, si vous reconnaissez que c'est là où vous voulez aller et que vous avez besoin d'aide, l'humain aime aider foncièrement. Si vous reconnaissez de dire voilà où j'en suis, mes prochaines étapes et difficultés, c'est ici, ici, mais ensemble, on peut les lever ces difficultés. Vous allez voir que vous allez créer derrière vous un sillage engageant. Il y aura des gens qui vont être frontales, mais même une grande, là par exemple, pour reprendre cet exemple des GRDF, etc., du injecté, ils ont vu le signal et maintenant ils sont en train de réfléchir beaucoup plus sérieusement à comment faire du non-injecté et quelle valeur ils apportent à ça. Donc voilà, c'est comment on construit un système, comment on sait qu'on ne va pas le mettre du jour au lendemain, mais qu'on doit aller chercher prendre son bâton de pèlerin en fait. Merci beaucoup pour le témoignage et pour ce que vous faites. Moi, je vous avais découvert il y a 3 ans, donc c'était à peu près la moitié de votre vie. D'entreprise. Je suis très heureux de voir les retours d'expérience multiples que vous avez obtenus. Dans l'échantillon que vous avez fait, vous avez cité assez souvent plusieurs groupes parlementaires qui ont suivi, enfin, voilà, une sorte de majorité, voire d'unanimité. De manière vraiment pratique, comment on arrive à toucher les bonnes personnes dans autant de niveaux, parce que vous avez parlé aussi de l'administration, des ministères. Comment on organise ça? Est-ce qu'il y a un ordre type? Est-ce qu'il y a une cartographie qui permet de cibler les bons interlocuteurs? Vous parliez aussi des territoires qui peuvent être des terreaux favorables par les personnes qui sont à la tête sur ces endroits-là. Donc voilà, comment on peut se guider dans cet annuaire un peu géant? Ouais. En fait, il ne faut pas vouloir tout faire en même temps. Donc, si l'objet, c'est de faire des expérimentations, de s'implanter sur un territoire, c'est les élus locaux, éventuellement les députés, les sénateurs locaux. Si on en est au stade où on veut modifier une loi nationale, c'est bien d'avoir quand même pris attache avant, justement, parce qu'il n'y a rien de plus fort que d'attraper un député local et puis de le retrouver au niveau national en disant « vous vous rappelez et voilà ce que vous portez ». Alors il y a quelques tips. Il faut quand même plutôt aller voir du côté de la droite républicaine et de la majorité gouvernementale d'abord, quand on promeut l'écologie, la solidarité, etc. Parce que sinon on peut se faire récupérer. Et on peut discuter avec tout le monde, mais être à partisan. Voilà. Nous, c'est vraiment notre approche. Donc, ne pas se dire, j'ai un super contact avec un député de tel parti, je vais pas aller voir les autres parce qu'il m'a dit de pas aller voir les autres. Non, vous l'écoutez pas, parce que lui, il veut se garder la petite idée, mais vous, ce que vous voulez, c'est que tous les partis soient d'accord avec vous, parce que vous vous en moquez, que ce soit repris. Et puis, en fait, rien n'est adopté avec un seul parti. Voilà, donc c'est un peu les tips, et c'est pareil au gouvernement. Il faut travailler à la fois avec les cabinets ministériels, mais si vous sentez qu'en fait, il y a quand même une administration là qui bloque, vous ne leur parlez pas de tout à fait de la même manière, mais il faut travailler aussi avec l'administration qui décide, en fait. C'est presque de l'analyse cartographique de voyez, qui est puissant, qui est vos copains, pas copains, enfin alliés, opposés, opposants, et puissants, pas puissants. Le but, c'est de ne pas rester dans l'entre-soi, d'aller convaincre, diviser les puissants et rallier ceux qui ne sont pas d'accord. Okay, donc on fait bouger le curseur, et il y a un moment où, à force d'écoute active de ceux qui au départ ne sont pas d'accord, que vous réussissez à rallier, avec un petit coup de pression et un petit coup de proposition. Et hop, on est là de manière constructive. On y arrive pas à pas. C'est itératif, pour ne pas vouloir être pressé, mais les affaires publiques, c'est au service de votre développement. Donc, qu'est-ce qui est important? Ce qui compte, c'est vraiment, là, je veux de l'argent, je veux un projet, je veux ma gouvernance, et on pousse en fonction de son besoin. On ne peut pas se permettre, sinon, de tout faire, de vouloir se disperser. Je reprends et en plus, j'ai 2 questions.
La première, est-ce que vous avez des clients de type, par exemple, MECET, qui veulent faire évoluer une réglementation et qui vont même vous charger de créer cette coalition dont vous parliez et qui peut avoir de l'impact? Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez des pétitions citoyennes? Est-ce que c'est un outil que vous utilisez dans vos missions? Merci. Je commence à répondre. Pour la partie mécène, on essaye beaucoup. Malheureusement, le mécénat et la philanthropie ont encore un peu de mal avec les changements systémiques. Donc ça, c'est un travail au quotidien qu'on fait pour justement essayer d'aller chercher des acteurs, de les convaincre et dire en fait, donnez-nous des financements pour permettre d'avoir des sujets qui sont aujourd'hui pas bankable et faire ce travail de coalition. C'est en train d'évoluer en vrai, donc ça fait bientôt 6 ans et ça va dans le bon sens, mais c'est encore un peu timide et un peu timoré, mais on a plein de projets pour arriver à faire changer d'échelle ce niveau-là. Et la deuxième question, c'est sur les pétitions. C'est un très bon outil, nous on fait sur la partie campagne. C'est-à-dire qu'une politique publique qui s'impose, c'est faire prendre conscience qu'il y a un problème, construire avec les acteurs du terrain, qui soient associatifs, économiques, pour la solution. Ensuite, nous, on forme des citoyens en propre, soit en interne, soit des citoyens à la transcription légistique. Donc, comment on fait que les bonnes idées deviennent une loi. Et ensuite, on a toute la partie campagne. Et là, c'est de la campagne de médiatique, mobilisation, et la pétition en fait partie. Mais ça va avec des rapports qui sortent, des médias et des lettres ouvertes. Et on construit en fait ce rapport de force pour s'appuyer à la fois sur la puissance citoyenne, sur la communication, même la pub. On est en train de développer tout un système pour que les pubistes et les pubards tels que Havas, etc., mettent la force de l'opinion politique et en tout cas de la publicité au service de ces changements de société et que tout soit coordonné en fait. Donc oui, quand c'est bien coordonné, une pétition, c'est super. Après, le problème, c'est que c'est souvent le petit truc tout seul. Oui, c'est pas vraiment un grand plan de transition, une grande stratégie. Donc c'est une pétition qui pop-up, qui est un bon indicateur d'une envie et d'un besoin de société. Mais il faut après, derrière, l'opérationnaliser, la stratégiser, etc. Et faire du suivi. Et en fait, pour compléter sur ces questions très pertinentes, plus on sera nombreux, plus il y aura des DG qui s'engagent, qui deviennent prescripteurs des lois, qui pèsent en fait, et qui ingardisent un peu le discours du MEDEF, qui dit « Ah mais non, il ne faut pas de réglementation », qui tue littéralement quand même notre avantage compétitif, les conquis sociaux et environnementaux européens. On n'arrivera jamais à concurrencer la Chine et les États-Unis qui d'ailleurs font du protectionnisme. Donc voilà, plus on s'imposera en disant en fait c'est notre norme et on stoppe à la primo-vis et on veut peser au moins autant parce qu'on est créateur d'emplois sur nos territoires et qu'on a des solutions, que l'innovation elle n'est pas que technologique, elle est aussi sociétale et elle va créer des emplois non délocalisables, etc. Plus ce discours sera entendu par Bercy et plus on aura des financeurs qui effectivement financeront les grandes lois dont on a besoin. Nous pour l'instant on répond à des demandes, ce qui est déjà super. Une centaine, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des victoires avec cette stratégie. C'est déjà une très très bonne nouvelle et tout un tas d'acteurs se rendent compte à quel point cet outil est puissant. C'est aussi puissant que la com, c'est aussi puissant que le marketing. C'est un nouveau marketing institutionnel super adapté à l'innovation de la transition écologique et sociale. Voilà. Et dont sont complètement friands les décideurs politiques. Ça leur redonne du pouvoir aussi. Donc nous, on n'a pas besoin de copiner. L'espoir. On est très, voilà, on est très, je veux dire, nos amendements, ils sont attendus et ces acteurs deviennent un peu des super-héros, font après, sont les chouchous des médias de brut, etc. Parce que c'est des très, très belles histoires. Donc tout ça, c'est super. Mais si on voulait vraiment changer de manière systémique les choses, il faudrait des grandes lois, une grande loi de finances qui compte ce qui a de la valeur, qui compte enfin les externalités positives et négatives. Voilà, donc ça, nous, on en rêve, hein, mais on n'est pas si loin si on se mobilise, si on se politise au sens noble du terme. Hein, c'est pas la politique politicienne dont on n'a rien à faire, mais si on devient des citoyens et si on retrouve un peu notre pouvoir. Voilà, ça, c'est notre vision d'après. D'après, de maintenant. Du changement d'échelle. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être? Allez. Bonjour. Désolé, je suis arrivé un peu en retard, donc j'ai peut-être raté quelques infos, mais je me demandais si vous collaboriez avec le mouvement Impact France, parfois. Oui.
Oui, on est adhérent du mouvement Impact France et ça me permet une super transition pour expliquer celui qui est aux manettes aujourd'hui des lois. Ce n'est pas ni le MEDEF de l'autre côté, ni le mouvement Impact France. C'est plutôt ce qu'on appelle l'AFEP, qui est l'Association française des entreprises privées, qui sont les 117 multinationales sur le territoire français. Et c'est eux, dès qu'il y a une idée d'un projet de loi ou d'une proposition de loi, ils sont sollicités et c'est eux qui écrivent la loi aujourd'hui. Et donc, quand un texte de loi est en cours de discussion, tu as l'AFEP, donc 117 multinationales, par exemple sur les mobilités, tu as tous les groupes automobiles qui se retrouvent, ils ne se quittent pas tant qu'ils n'ont pas écrit la loi qui leur correspond, et ensuite ils la portent avec l'AFEP et ils la portent chacun de leur côté. Et donc c'est pour ça qu'ils gagnent. Au-delà même du côté argent et pécunier, c'est-à-dire qu'ils savent, par le petit dénominateur commun qui est « je veux gagner de l'argent », ils savent se mettre d'accord très rapidement. Et c'est ça que nous, on doit arriver à faire, que le mouvement Impact France joue son rôle là-dedans, mais nous, on a envie d'être plutôt la partie cachée, que personne ne connaît, qui s'appelle l'AFEP, et donc nous d'être l'équivalent, le pendant du mouvement Impact France, et d'être le pendant AFEP, qui va aider ces acteurs dans la rédaction secteur par secteur d'activité, des lois de transition dont on a besoin, mettre tout le monde autour de la table, créer la confiance, parce qu'aujourd'hui, notre grand problème, c'est pas, comme notre objectif, c'est changer le monde et d'aller très loin, on a parfois l'impression qu'on se dit, c'est un tout petit marché, donc je vais me faire concurrence, il faut que je tue mon concurrent. Non. Il faut qu'on crée la confiance pour avoir une vision commune et qu'on la porte ensemble beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Donc voilà, donc c'est ce tiers de confiance qu'on a besoin de créer en parallèle ou rattaché indirectement, on ne sait pas trop, mais en tout cas, oui, le mouvement Impact France joue son rôle et on les épaule aussi. Okay, donc vous êtes adhérent, mais est-ce que, parce que je sais qu'ils sont très actifs sur les plaidoyers, moi je suis l'ambassadeur pour la région Hauts-de-France du mouvement Impact France et je participe à de nombreux plaidoyers aussi. Et donc, je connais un petit peu ces enjeux-là. Et l'union fait la force, hein, évidemment. Surtout quand on est tout petit par rapport aux autres gros lobbies. Et donc, je me questionne sur comment est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement encore mieux collaborer pour cette noble cause. Non, mais c'est tout à fait. Il faut vraiment faire des alliances et chacun en fait, a son rôle. On ne va pas réussir à une seule structure. Et en fait, l'Impact France, c'est la structure chapeau, c'est la structure médiatique qui porte les grands enjeux transformationnels et qui s'est marquetée et qui existe aujourd'hui comme le contre MEDEF. Et c'est essentiel. Ça fait déjà longtemps, ils sont plus vieux que nous, etc. Nous, on travaille vraiment plus dans l'ombre, avec des filières, avec des lois, parce qu'il faut être le nez en fait, au Parlement et de manière très exhaustive, voir tout ce qui s'y fait, tout ce qui s'y déroule. Oui, on rêve d'un grand événement et de liens encore plus serrés entre toutes les structures qui existent et qui essaient de faire comme nous sur toute la chaîne de valeur, convaincre les entreprises, puis les emmener vers du plaidoyer, décrocher des rendez-vous, faire de la RSE, voilà, il faudrait plus de coordination. C'est toute la force du MEDEF, c'est une seule tête derrière, même quand les enjeux économiques court terme, spécifiques d'une entreprise, il y a une solidarité, il y a une interdépendance de leur modèle d'affaires et de leur gouvernance qui fait que c'est une tête et ça y va. Il faudrait qu'on obtienne ça d'un grand chef d'orchestre, ça pourrait être honnêtement Impact France, hein, mais qui intègre un peu toutes les structures et qui fait que tout le monde va dans le même sens, avec les mêmes sujets au même moment. Et qu'on s'appuie sur la complémentarité de chacun, c'est-à-dire que nous, notre spécificité, c'est rédiger la loi. Et le mouvement Impact France, leur spécificité, c'est mobiliser, rendre visible, engager. Et donc, faisons de nos différences une force. Nous, c'est tout ce qu'on cherche et on est convaincus qu'on peut y arriver. Et on est en échange pour faire ça, oui. Je ne sais pas s'il reste encore du temps, mais sinon, on est bien évidemment à votre disposition en dehors de la salle pour répondre à vos questions. Un grand merci à Ajoureux et à la BPI de nous avoir accueillis pour ces 2 masterclass. C'était un vrai plaisir d'échanger avec chacun d'entre vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à vous.